Alors salut et bienvenue à tout le monde sur la chaîne Bleu Jaune. Aujourd'hui, comme d'habitude, on peut dire d'habitude maintenant parce que on doit être à la sixième émission, je pense, quelque chose comme ça. Vous savez qu'ici, je partage avec vous des astuces, des conseils et de la connaissance autour du mieux-être, de l'autodétermination et puis de l'éveil de conscience. Depuis quelque temps, je dois avouer que je me suis surtout concentré sur l'éveil de conscience parce que il y a comme une série à passer pour que je vous parle de plusieurs outils, de plusieurs concepts qui vont vous permettre à vous d'avancer sur votre éveil de conscience. Comme vous le savez, euh, je m'appelle Guillaume et puis j'ai une particularité, enfin il y en a d'autres comme moi, je ne sais pas si c'est une particularité d'ailleurs, mais d'avoir passé 15 ans, plus de 15 ans, auprès de lamas, auprès de maîtres tibétains et puis aussi de moines issus du Zen Soto, la tradition japonaise. Alors, ça a été pour moi euh, comme une retraite, pratiquement, qui a duré plus de 15 ans et à un moment donné, j'ai failli devenir moine. Alors, je ne l'ai pas fait et je me suis demandé quelque temps après, parce que j'avais cette sensation d'avoir reçu des choses et que je sais pas si j'avais pas le droit ou je sais pas exactement ce que je me suis dit, mais je ressentais le besoin de les partager avec d'autres personnes. Donc ça a été le début d'un cheminement pour moi où je me suis reconverti professionnellement, j'ai passé ma formation de sophrologue et puis plus tard j'ai passé ma formation de coach et puis j'ai passé aussi ma formation de PNListe. Vous savez, la programmation neurolinguistique, qui est une discipline extraordinaire quand on a envie de réaliser des changements également de conscience. Voilà. Alors, je suis pas devenu moine bouddhiste et je le partage quand même avec vous, ce savoir, cette connaissance, parce que il y a une dimension universelle super importante. Euh, je dois dire que si on me demandait aujourd'hui, mais Guillaume, est-ce que tu es un bouddhiste? Je ne sais pas si je dirais oui, mais en tout cas, je suis un sympathisant, justement grâce à cette connaissance que j'estime être universelle, parce que c'est pour moi, de la science humaine, tout simplement. Et puis aussi, parce que c'est issu d'une longue lignée. La caractéristique euh, dans cette tradition de sagesse, c'est que depuis plus de 2000 ans, en fait, on a observé la passation de l'éveil de maître à disciple au sein de lignées de façon ininterrompue. Alors ça, c'est quand même extraordinaire. Euh, si je compare au New Age, moi j'adore le New Age aussi, mais la différence avec le New Age, c'est que on a comme une validation ici, parce que il y a une vue historique, il y a des écrits et il y a comme une validation, un peu comme si c'était, entre guillemets, une science de l'esprit. Alors que dans la dimension du New Age, ben, bien souvent, on surfe sur des modes et puis c'est un petit peu comment dirais-je, dans certains cas, quand c'est vraiment pas cadré, c'est un petit peu le dernier qui répète quelque chose qui a raison, quoi. Voilà pourquoi pour moi c'est intéressant de toujours revenir à une tradition de sagesse, même si on sait, on a l'impression de savoir plein de choses sur le chemin spirituel, sur le développement de conscience. Voilà pourquoi ça m'intéresse, et puis voilà aussi pourquoi je pense que ça va vous intéresser. La dernière fois ou les dernières fois, on a parlé ici de plusieurs types d'outils. Il y avait par exemple les quatre pensées préliminaires. Vous savez, c'était euh,
la précieuse existence humaine. On a parlé de l'impermanence, de la causalité. Parfois, il est utilisé le terme sanskrit karma. Et puis le caractère défectueux de l'existence. Parfois, on emploie le mot sanskrit dukkha ou sa traduction française, souffrance. On a parlé des quatre nobles vérités ou des quatre vérités des êtres nobles. C'est une autre façon de le voir sur la souffrance, l'origine de la souffrance, le pourquoi, le mécanisme de la souffrance, et puis aussi l'existence d'un chemin. Le fait qu'il existe un chemin sur lequel on peut se mettre, on peut randonner tranquillement, et puis on avance sur l'éveil de conscience. Parce que je ne sais pas si vous avez remarqué, mais l'éveil de conscience, ça marche pas comme les autres choses. Dans n'importe quoi d'autre, on a tendance à investir des efforts et puis on a comme un retour sur investissement des efforts investis. Ça marche pas du tout comme ça. Vous avez déjà sûrement remarqué au bout de quelques années, peut-être il y en a certains d'entre vous qui cheminent depuis quelque temps et que souvent plus on y met du désir, plus on développe de l'attachement sur le chemin et, et moins on arrive à suivre le chemin. Donc c'est une grosse frustration parce que il faut quand même du désir pour s'y mettre. Et mais il faut pas que du désir, il faut aussi savoir lâcher prise sur le désir. Et ça, c'est pas évident de savoir doser ça. On a parlé aussi d'un autre outil qui était les quatre vertus incommensurables. Vous vous rappelez ça? Ça, c'est vraiment magnifique. Et les quatre vertus incommensurables, c'est drôle parce que ça rejoint ce qu'a dit la science sur la cohérence cardiaque. J'en parle de temps en temps. Je sais plus si j'en ai parlé dans les émissions précédentes, mais on sait que le cœur, maintenant, comme le ventre, ont leur propre cerveau. Et pour parler du cœur, on sait que il est capable de dégager un champ magnétique qui est 5000 fois plus important que celui du cerveau et qui peut avoir une influence considérable sur déjà notre état émotionnel et l'état émotionnel des autres. Voilà. Et on dit que pour l'activer, cette cohérence cardiaque, ça se fait de manière à la fois physiologique, il faut réguler sa respiration d'une certaine façon, vous savez, et puis c'est aussi l'occasion de faire une méditation portée sur plusieurs types d'idées. Par exemple, il y a l'idée de la gratitude, l'idée de l'appréciation, l'idée de l'amour, l'idée de la compassion. Et ça va produire cette cohérence cardiaque. Et on a coutume de dire que à le faire 5 minutes, euh, on obtient un bénéfice de 8 heures. Donc c'est intéressant parce que à le faire 5 fois 5 minutes, eh bien, on peut couvrir la journée. On peut couvrir les 24 heures. Et donc dans ces quatre vertus incommensurables, on avait évidemment les méditations sur l'amour, sur la compassion, sur la réjouissance, le fait de se réjouir. C'est pas évident de se réjouir du bonheur des autres parce que en tant qu'être humain, on, on veut pas l'avouer, mais on est souvent jaloux parce que ça nous arrive pas à nous, ça arrive aux autres. On trouve que c'est pas juste, etc. Alors, on peut, avec la logique, trouver justement totalement logique le fait de se réjouir des bonnes choses qui arrivent aux autres. Et à ce moment-là, on développe une de ces vertus incommensurables, qui est la joie, qui est de se réjouir. Voilà. Et on se reconnecte à la joie en faisant ça. Alors, et puis la, la quatrième vertu, oui, pardon, c'est l'équanimité ou l'égalité d'âme. C'est important aussi parce que, en tant qu'être humain, c'est le bazar, les émotions.
Moi, par exemple, je discute avec des entrepreneurs et tous, ils me parlent des montagnes émotionnelles. Donc, quand on travaille sur l'équanimité, quand on travaille sur l'égalité d'âme, on a cette capacité à embrasser l'incertitude. Que on vive des craintes ou des espoirs, des espoirs qui ne s'accomplissent pas forcément toujours comme on le voudrait, eh bien, on a cette capacité d'embrasser ce qui est imprévisible, ce qui est incertain, et c'est un apaisement énorme. Alors aujourd'hui, on va parler d'un nouvel outil. Enfin, c'est pas un nouvel outil, ça a plus de 2000 ans. Mais pour nous, là, c'est nouveau dans l'émission. C'est les 12 liens interdépendants. Les 12 liens interdépendants, bien, à quoi ça sert exactement? Ça sert à sortir de l'identification. On en a parlé ici. La- L'identification, c'est ce fameux mental ego. C'est une représentation de soi qu'on a construit à l'intérieur de nous avec un sens, par l'utilisation d'un sens qui est le sens de notre mental. Parce que vous savez que en Asie, le mental est considéré comme un sens. C'est intéressant ça, au même titre que la vue, au même titre que l'odorat, que l'ouïe, c'est un sens. Ce qui n'est pas du tout le cas chez nous, en Occident. On a l'impression que c'est le soi, que c'est le moi, ce fameux mental ego. Alors que pas du tout. C'est un outil pour réfléchir, pour s'organiser, pour organiser la communication, pour se représenter les choses, parce qu'il utilise le vocabulaire, il utilise les mots, et c'est un mécanisme très 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 malin, très puissant, le mental ego. Alors, on a besoin de choses costauds pour l'user, pour le réduire, pour le remettre à sa place. Parce qu'il faut pas l'anéantir, le mental, on en a besoin. Simplement, on a besoin de le remettre à sa place. Voilà. Ça devrait pas être le patron, ça devrait pas être lui le chef. Le chef, ça devrait être les autres cerveaux, le cœur, le ventre. Parce que cela, il nous enferme pas, contrairement au mental ego qui nous enferme. Et puis on a ou il a une façon aussi de faire, c'est de nous identifier. Est-ce que c'est lui qui nous identifie ou est-ce que c'est une identification qui se coproduit, un peu des deux sûrement, à ce qu'on appelle les cinq agrégats, qui sont la forme ou la matière, euh, le sens, le, pardon, les sensations, les perceptions, les pensées et puis la conscience. Ce qui est marrant aussi de voir ici, c'est que la conscience, chez nous, en Occident, on y donne des noms, on a l'habitude d'appeler ça l'âme, ou l'esprit, ou la source. Voilà, il y a plein de mots qu'on donne dans le New Age à la conscience. Mais quand on étudie dans les traditions de sagesse, la conscience, c'est un flux, une succession d'instants de conscience. C'est intéressant parce que quand on avance dans le chemin, ce que l'ego peut faire subtilement, c'est de se dire, OK, j'arrête de m'identifier à la forme, par exemple à mon corps, j'arrête de m'identifier à mes sensations, à mes perceptions, à ce que je vois, à ce que j'entends, à ce que je goûte, à ce que je sens. Je peux aussi, d'une certaine façon, arrêter de m'identifier à mes pensées, mais il y a la conscience. Et là, comme c'est protéiforme, un petit peu comme mécanisme, il peut aller se cacher justement dans la conscience et s'identifier à l'observateur, celui qui observe lors de méditation. Voilà. Et donc, on peut le démonter là aussi en allant dans cette analyse que la conscience, c'est une succession d'instants de conscience, sans début et sans fin.
parce qu'on parle des réincarnations, il y en a après, mais il y en a avant, il y en a après. C'est sans début et sans fin. Dans les traditions, c'est comme ça. Dans les traditions de sagesse. Alors, ça c'est et on peut s'amuser, ben, bien sûr, à dire, parce que l'ego, il fait ça. Pour valider son existence, il dit ça existe. Ça existe, c'est-à-dire de façon permanente, de façon éternelle. Sauf qu'un instant de conscience, c'est toujours divisible en plusieurs, en deux. Et ça, à l'infini. Donc, à partir du moment où on ne peut pas définir quelque chose, eh bien, on met en défaut le réflexe du mental ego, puisqu'on lui dit, bah, tu vois, quand tu dis que ça existe, c'est que tu dis que c'est défini. Or là, il se trouve que c'est indéfini. Et oui, parce que ce mental ego, il est vraiment très, très malin, et quand on arrive à le déloger de quelque part, il va ailleurs, et il est protéiforme, il est polymorphe, on pourrait dire. Il migre, il se déguise. Alors c'est un travail de longue haleine. On va pas briser nos chaînes en claquant des doigts en 5 minutes. Ce qu'on peut faire, c'est les user. Et il y a ce triptyque qui est toujours utilisé, quels que soient les outils que je vous communique, auxquels vous pouvez toujours revenir, et c'est bien de le faire, parce que si vous devez avoir un seul repère, c'est celui-là que je vous conseille d'avoir, c'est la méditation, l'étude et la réflexion. Ok? Quand je parle de méditation ici, je parle de méditation pure, c'est-à-dire que on rentre dans l'observation de ce qui est. On fait pas de la sophrologie, on s'imagine pas sur les nuages ou sur un char ou dans une fusée à faire de l'hypnose spirituelle, à parler avec notre grand-père ou notre grand-mère. C'est pas ça la méditation ici. Il y a deux formes de méditation. Il y a la méditation du calme mental. Celle-là, il s'agit de faire taire le mental. Donc là, on peut se concentrer, alors soit sur sa respiration, il y en a qui peuvent compter leur respiration, il y en a qui peuvent regarder un objet, voilà, pour mettre l'accent sur la concentration. Et puis, il y a la méditation vipassana, c'est-à-dire c'est la méditation qui n'a pas besoin de concentration, qui est présence pure, voilà, sans objet, qu'elle est sans objet. Alors nous, on a besoin des deux. On a besoin du calme mental et puis de la méditation aussi sans objet. Le problème de la méditation sans objet, c'est que si t'es pas calme au niveau de ton mental, t'es attrapé par tes pensées sans même t'en rendre compte. On compare les pensées à un singe qui saute d'arbre en arbre ou à un éléphant qui n'est pas dressé. Ils ont pris des images de leur environnement, hein. On était en Inde il y a plus de 2000 ans, donc. Mais quand même, c'est parlant. Un singe qui saute de branche en branche, des pensées qui arrivent, qui repartent de manière anarchique. Alors là, on voit plus rien. C'est comme si on essayait de regarder à travers un verre d'eau qui est vaseux. On voit pas à travers. Donc on pratique la méditation du calme mental pour que toute la sédimentation qui est dans le verre se dépose au fond. Et puis à ce moment-là, on voit à travers l'eau qui est devenue translucide. Et là, c'est la méditation vipassana. Il y aura peut-être des puristes qui diront, ah, c'est pas tout à fait ça. Mais voilà, c'est avec des métaphores, on arrive à peu près à la réalité de ce que c'est. Puis il y a l'étude après dans ce triptyque. Donc l'étude, c'est oui coller ce que je disais tout à l'heure, c'est cette passation de l'éveil de maître à disciple, c'est tellement précieux. On parle de science de l'esprit, alors c'est intéressant de s'y intéresser euh, et de ne pas faire qu'écouter le New Age.
Parce que le New Age, parfois c'est très bon et parfois c'est très mauvais. Vous voyez. Et puis le troisième axe du triptyque, c'est la réflexion ou la méditation analytique. Là, c'est une autre sorte de méditation, c'est une méditation de réflexion, effectivement, où on va aller se poser des questions, un certain nombre de questions, et puis laisser infuser ces questions. Donc on est à cheval entre la méditation et la réflexion. Là, par exemple, on va pouvoir le faire avec l'étude des 12 liens. Pourquoi c'est important de faire ces 12 liens? Parce que, à un moment donné, c'est comme dans la première des nobles vérités, on prend conscience qu'on est dans une, comment dirais-je? Ouais, on est coincé, comme dans une prison. Alors, quand on croit en Renaissance, il y a le cycle des Renaissances, on peut plus en sortir, on peut pas en sortir parce que cette identification à l'ego crée les causes, la cause principale de la Renaissance. On croit qu'on existe fermement, de manière indépendante, de manière complètement permanente, et donc on va renaître, et en fonction de ce qu'on a fait, au niveau de la causalité, je vous avais expliqué comment ça marche, il y a trois portes, les pensées, la parole et les actes. Eh bien, si on n'a pas développé de la conscience et que on agit davantage de manière nuisible que de manière bénéfique et à soi et à l'environnement, je veux dire, et aux autres, eh bien, c'est la loi de la causalité. Il y a des effets. Quand on sème le vent, on récolte la tempête. Quand on lance un boomerang, il revient. Si on fait pas attention quand il revient, on le prend en pleine gueule. Quand tu plantes une graine de citronnier, tu dois pas t'attendre à avoir un pommier. Donc il y a une causalité. Et puis oui, cette difficulté, ce caractère défectueux de la vie, que on a souvent ce qu'on désire pas. Et c'est fréquent que ce qu'on ne voulait pas non plus, ce qu'on voulait éviter, nous arrive. Comme, par exemple, ultimement, vieillir, tomber malade, et puis mourir, perdre ses proches. Donc, avec les 12 liens d'interdépendance qu'on va faire, c'est non pas briser nos chaînes, mais déjà les user. Donc, je vais les présenter vite fait, et puis après, je vous dirai sur lequel on va s'attarder. Donc, il y en a 12. Il y a les 12 liens d'interdépendance. Le premier, c'est ce qu'on appelle l'ignorance. Donc, on a une forme d'ignorance, c'est-à-dire qu'on on veut pas voir. Vous avez remarqué, parfois, l'être humain, il veut pas voir. Il préfère le déni. C'est plus confortable. C'est la fameuse pilule, vous savez, dans Matrix, là. Tu prends la pilule. Il y en a même, il a pris, je crois que la pilule bleue, hein, pour sortir de la matrice. Vous me direz si je me trompe en commentaire. Et puis la pilule rouge pour rester endormi. Il y a des gens qui préfèrent rester endormis, c'est plus confortable. Ouais. Et ben là, ça marche pas. Si on reste endormi, on progresse pas dans l'éveil de conscience. Donc l'ignorance, c'est ça, c'est une forme d'aveuglement et ça rejoint beaucoup la croyance en un soi, la croyance au moi. C'est ce fameux mental égo qui on croit être nous. Il y a l'ignorance de la causalité. Donc j'agis comme bon me semble et je me fiche des effets en fait. Des ouais, c'est ça, des effets qui vont découler de mes actes, des conséquences. Et puis l'aveuglement dans les- le refus de regarder
l'interdépendance ou le fait que toute chose ou tout être n'existe pas en soi par soi, mais est coproduit. Voilà. Intellectuellement, on le comprend, mais c'est bien de le comprendre au niveau de notre intimité, parce que c'est comme ça qu'on défait l'emprise du mental ego. Le deuxième lien de causalité, c'est ben justement le karma. Voilà. Tout ce que je dis, tout ce que je pense, tout ce que je fais a des conséquences, même si j'en ai pas conscience. Ouais, mais j'ai pas fait exprès, ça compte pas. Bah si, ça compte. D'où l'intérêt de développer l'éveil de conscience pour être de plus en plus conscient. Le troisième, c'est oui, ça touche à la conscience proprement dite. Donc la conscience dans le bouddhisme, je vous ai dit, ça se traduit comme un flux de succession d'instants de conscience. On parle pas d'âme en sanskrit, Atman. On ne parle pas de ça. Alors, je vous dirais que c'est plus fin que ça parce que il existe un corps intermédiaire entre notre corps physique et notre corps ultime qu'on appelle le Dharmakaya dans le bouddhisme. Le Dharmakaya, c'est qui est un corps au-delà du temps, au-delà de la forme. Il n'est limité ni par l'espace ni par le temps. Voilà. Quand un être actualise son Dharmakaya, c'est l'illumination. Et c'est l'émergence aussi de capacités qui étaient endormies avant cette actualisation. Mais il y a aussi un corps intermédiaire entre le corps donc ultime, alors qu'on appelle voilà les trois corps, c'est le Sambhogakaya, le Dharmakaya, donc je vous en ai parlé, et l'autre c'est le Nirmanakaya. Voilà, Nirmanakaya, je pense, je- parfois je me trompe. Nirmanakaya, je crois, c'est en relation avec votre corps physique. Le Sambhogakaya, c'est ce qui se rapprocherait le plus de l'âme. Ce serait votre corps, voilà, une sorte de corps énergétique, mais accompli. Hmm. Et le Dharmakaya, donc le corps ultime. Le quatrième maillon, c'est le nom et puis la forme. C'est à celui-là qu'on va s'attaquer tout à l'heure. On va faire des exercices par rapport à ça. On va s'y pencher. En tout cas, je vais vous proposer, faites ce que vous voulez, mais des exercices qui peuvent vous aider dans votre éveil de conscience. Donc c'est le fait qu'on s'identifie à un nom. On te donne un prénom à la naissance et puis tu l'entends tellement répéter, 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 hein, puis t'as l'habitude après, hein, quand t'appelles dans la rue, hop, tu tournes ta tête, t'es identifié à ton nom. Parce que c'est comme une étiquette et puis tu as intégré ça. Ça, c'est pour l'identification au nom. Comme on identifie toute chose à un nom. Par exemple, une table, une chaise, un ordinateur, une voiture, un arbre. On crée une étiquette et on mémorise. Après, on a quasiment plus. C'est ça qui est extraordinaire avec le mental ego, c'est qu'on a quasiment plus besoin de s'attarder sur la réalité. On a les concepts, ça nous suffit, mais ça nous coupe en quelque sorte aussi du vivant. Voilà, parce que si on est focalisé sur la mémoire, on n'est plus focalisé Hmm. sur l'instant. Je sais pas si vous avez vu, il y a ces gens-là, je crois que on appelle ça la sylvothérapie. Ils retournent en forêt, et puis ils essaient de rentrer en présence avec les arbres, ils embrassent les arbres, tout ça. Il y en a qui font des blagues avec ça, des parodies. J'en ai vu un là dernièrement, il se filme dans la rue là, et puis il y a la voix d'une dame qui dit j'ai trois passions dans la vie, euh, la danse, la forêt et la solitude. Et puis il danse là-dessus. Mais c'est de ça.
C'est quand même une démarche qui vise à sortir du mental ego, à sortir de ce mental qui se relie à de la mémoire et non à la vie. La mémoire, c'est pas vivant. Ok. Ce qui est vivant, c'est pas le mot chaise, c'est la chaise elle-même. Parce que elle est interdépendante, c'est une coproduction. Si elle est en bois, elle dépend de plein de choses. Elle dépend de la terre, elle dépend euh, de l'arbre duquel elle vient. Cet arbre-là, il dépendait aussi d'un gland. Euh, Ça dépend des minéraux qui sont dans la terre, ça dépend de la pluie, ça dépend du soleil. Ça, c'est la vie. Donc l'idée, c'est de se relier à la vie, pas seulement à la mémoire. Le cinquième maillon, là, ou le cinquième lien interdépendant, c'est le contact. Et de six manières différentes parce que on a six sens. Et oui, je vous ai dit, le mental, les pensées, en Orient, c'est un sens. C'est rangé dans les sens. C'est pour ça qu'ils ont six sens. Et le sixième sens, ce n'est pas le sixième sens dont on parle, nous, en Occident. C'est les pensées. Je vous l'ai dit tout à l'heure, le mental est considéré comme un sens. Le septième, on parle des sensations. C'est l'interprétation, en fait, de est-ce que ce que je ressens dans ce qui m'arrive, c'est plaisant ou est-ce que c'est douloureux? Est-ce que c'est déplaisant? Ou alors encore, est-ce que c'est neutre? Le huitième, c'est le désir. Le désir, l'attachement, vu en tant que exagération jusqu'à l'avidité. Et ce qu'on voit pas, en fait, là, c'est très contre-intuitif. Le désir est quelque chose de très contre-intuitif parce que dans notre culture, on a tendance à l'associer au bonheur. Alors que le désir, en fait, est un attachement qui peut très vite devenir une aliénation. C'est aussi une forme de refus inconscient de l'impermanence. Voilà. Parce que en fait, on désire ça, on veut s'accaparer des choses et la nature des choses, c'est de passer. Elle passe. Toute chose passe. Et c'est parce qu'on n'accepte pas ce fait que tout- tous les phénomènes, toutes les choses sont des phénomènes d'ailleurs, ne sont pas des choses, elles passent. Elles passent dans nos vies et elles s'arrêtent pas. Même si on les désire très fort, elles passent et s'en vont. Et certaines n'arrivent pas, alors qu'on les appelle de nos voeux. Hein. Donc c'est une souffrance. On s'en rend compte à ce moment-là que le désir porte en lui une souffrance. Donc une relation intelligente pour vivre au désir, c'est d'avoir cette équanimité, cette égalité d'âme. J'en profite sans être complètement aliéné au désir. Voilà. J'en profite de façon légère. Quelque chose d'heureux m'arrive, waouh, stop. Ok. Quelque chose de malheureux m'arrive, ça va passer. Ok. Mais quelque chose d'heureux m'arrive, c'est top. J'en profite pleinement en présence parce que je sais que ça va passer. Donc cultiver l'impermanence, c'est augmenter la qualité de la présence et la qualité avec laquelle on vit les choses. Le neuvième point, c'est la saisie. La saisie, euh, l'association des agrégats. On associe les agrégats. Je vous rappelle ce que je vous ai parlé des agrégats, c'est la forme, la matière, la matérialité, euh, les sensations,
la perception, les pensées et la conscience. On associe ça au soi, via le mental ego. On dit c'est moi. Ça aussi, ça se déconstruit avec de la réflexion. Et puis après, là, je suis en train de faire on est en train de faire le triptyque, hein. Vous êtes en train d'être dans l'étude. Après, on peut en faire la réflexion. Et puis aussi, après, vous décanter, c'est la méditation. Le dixième, c'est le devenir par la répétition de l'instinct, des habitudes, du désir, de la saisie. Et ça nous prive de notre libre arbitre. Parce que on est mu par cet instinct, ces habitudes, ces désirs, ces saisies. On est mu par nos émotions. On n'est pas libre. On n'est pas libre de ces habitudes. On n'est pas libre de ces désirs. On n'est pas libre de cette saisie. Parce que c'est plus fort que nous. Mais on peut le déconstruire. Encore une fois, par l'étude, par la réflexion, par la méditation. Donc on n'est pas libre. À moins qu'on se défasse d'un des liens. Parce que c'est comme un château de cartes, finalement. Si on en enlève un, pouf, il y a tout qui s'écroule. Et c'est l'éveil. C'est pas mal. Le onzième lien, c'est la naissance. C'est l'émergence de toute chose qui est conditionnée. Et puis tout est conditionné. Il n'y a rien qui existe en soi par soi. Et puis c'est notre propre naissance. Je parlais du cycle de réincarnation. Mais une fois, je disais une bêtise à un ami qui avait le cancer, qui en est décédé après. Puis c'est lourd, c'était lourd l'ambiance. Puis je savais pas trop ses pensées par rapport à ça. Mais puis il y avait sa fille qui était là, et puis la conversation arrive là-dessus. Est-ce que tu crois? Elle lui dit, papa, est-ce que tu crois à la réincarnation, etc. Puis moi, j'ai une idée, parce que des fois, j'aime bien déconner, j'aime bien rigoler. Je me suis dit, je me suis dit, je suis pas sûr que ça soit la bonne circonstance pour déconner là-dessus. Mais je lui ai dit quand même, je lui ai dit, ben, vous savez quoi? Moi, je crois à la réincarnation parce que une fois, j'ai eu un ongle incarné. Je l'ai soigné, je l'ai traité, et ben, tu sais quoi? Après, il s'est réincarné. Voilà. C'est une blague nulle, mais ça a marché, ça l'a fait rire, et puis je pense que il a réussi à se détendre. Il est décédé pas très longtemps après. Hmm. Alors, le douzième lien, eh ben, c'est la vieillesse. C'est quoi le douzième lien? Ouais, c'est la vieillesse et la mort. Donc, la réalité de l'impermanence. Tout finit à la poubelle, à la déchetterie, aux eaux usées, au cimetière. Et paradoxalement, c'est hyper salutaire, en fait, de penser à ça, de méditer là-dessus. Parce que ça libère de l'identification. Vous voyez? Avec un peu d'entraînement, hein. Oui. Parce qu'on sait aujourd'hui, en plus, avec tous les témoignages, avec les expériences de mort imminente, EMI, on dit là, ou NDE en anglais, avec tous ces témoignages de ces gens qui ont des capacités de sortir de leur corps, de faire du voyage astral, euh, de discuter avec avec des créatures ou avec des êtres plus évolués que nous. Alors,
Il y a aussi les réminiscences des vies passées. Donc on sait que cette vie, c'est qu'une étape. Pour ceux qui sont intéressés à ça, en tout cas, moi, c'est l'effet que ça me fait, que c'est ni un début ni une fin. Donc de ne plus s'identifier à la mort de ce corps qui est impermanent, c'est salvateur. Tu ne t'identifies plus à la mort d'un corps qui est impermanent. C'est salvateur, tu comprends pourquoi? Maintenant, c'est salvateur de méditer sur la mort, qui n'est qu'un passage. C'est un poids énorme qui se lève quand on n'a plus peur de ça. Parce que c'est la plus grande peur de l'être humain, ça, de, de mourir. Alors, là, on va s'attarder maintenant sur le quatrième. Le quatrième qui est le nom et la forme. Parce qu'il y a quelque chose de fabuleux, c'est que ça rejoint en plus la PNL, la programmation neurolinguistique. En programmation neurolinguistique, tu sais, il y a un outil qu'on appelle l'indice de computation. C'est un signe qui ressemble un petit peu au signe du Peace and Love. Tu vois, le signe du Peace and Love, c'est un cercle comme ça, et puis il y a comme un Y à l'intérieur. Donc, tu t'imagines ce cercle-là, et puis il y a un tiers de l'indice de computation qu'on appelle représentation interne. C'est les mots, le vocabulaire, la façon dont on se représente les choses. Mais ça passe énormément par les mots. Nous, en tant qu'êtres humains, on définit le monde par des concepts, donc par des mots. Et avec ces concepts, avec ces mots, on se fait des représentations. On construit des opinions, on se construit des pensées, des croyances. On les, on les achète même des fois sans faire exprès. Euh, Ça, c'est le RI, les représentations internes dans l'index de computation. Et lui, il influence donc euh, une autre part du camembert dedans qui est les, les états internes. C'est nos états qui sont émotionnels. Et nos états émotionnels influencent la troisième partie qui est les comportements externes. Donc, en influençant nos représentations internes, on peut influencer nos états internes émotionnels qui va influencer nos comportements externes. Donc, si tu veux changer tes comportements, il y a comme une boucle à suivre. Tu vois. Ça, c'est pour la PNL, mais ça rejoint ici. C'est comme un outil qui nous permet aussi de mieux comprendre ce qui se passe. Parce que c'est comme si, tu vois, on arrive au monde, on est tout bébé, on sait pas parler, puis on apprend petit à petit à parler. Et quand on le fait, on apprend du vocabulaire. Et donc, on prend un objet, chaise, on le répète, chaise, on mentalise l'objet chaise, une copie de la chaise qu'on voit, on la mentalise et puis on la range dans notre mémoire, chaise, et on fait comme ça avec tous les objets. Et en fait, au bout du compte, on a produit une carte du monde. Et cette carte du monde, donc, c'est non seulement bien sûr avec euh, tous les mots, et puis, mais c'est aussi avec après avec toutes les opinions, avec toutes les croyances, etc. C'est notre carte du monde. Et cette carte du monde, ce qui est énorme, c'est qu'elle remplace le territoire. C'est-à-dire le territoire, c'est le réel. Et oui, on fait pas attention, mais on est, on est très, très peu en connexion avec notre réel. Tu vois, quand tu vois un arbre, à part si t'es comme cette dame qui danse dans la solitude avec les arbres et la musique,
Mais sinon, si tu vois un arbre, moi je croise plein de gens, je fais des balades en forêt, et ce que j'aime bien faire, c'est lever le nez au lieu de regarder par terre, et je lève le nez. Alors je regarde si le terrain n'est pas accidenté pour pas me casser la figure, et puis je regarde plus le sol. Je lève le nez, je regarde la cime des arbres, le ciel, etc. Je suis beaucoup plus en présence à ce moment-là, dans la présence et en relation avec, avec la forêt, parce que ça me régénère. Si je baisse les yeux, que je suis renfrogné, que je marche avec mon iPad dans les oreilles, que je regarde à droite à gauche, je dis ouais, c'est des arbres. C'est pas du tout la même expérience. Quand je rentre chez moi, j'ai pas rechargé les batteries du tout si je fais ça. Donc, on est en connexion avec cette mémoire et pas la réalité. Le, le chemin de la pleine conscience, c'est de retourner en connexion avec la réalité. Arrêter de toujours se cacher derrière la mémoire. Il y a l'arbre mémoire et il y a l'arbre vrai. Et nous, on se reconnecte avec l'arbre vrai. Et pour toutes choses, c'est pareil. Sauf que pour un arbre, c'est évident. On le voit avec ses racines qui sont plongées dans le sol. Vers le haut, il est tourné vers le ciel et le soleil. Mais tout objet, c'est pareil, en fait. C'est pareil. Il y a une coproduction. Tout est comme ça. La réalité, c'est pas la mémoire. Elle est tout autre. Elle est interdépendante. Le mental, il aime pas ça. Il dit non, non, elle est définie. Elle est définie parce que j'ai eu une image, j'ai mis une étiquette, je l'ai rangée dans la mémoire. Non, ça change tout le temps. Alors, on ne le voit pas avec nos sens grossiers. Avec la vue, tu le vois pas. Mais ça change tout le temps. Regarde au niveau de ta forme. Je l'ai déjà dit dans une émission. Au niveau de ton corps, on le sait scientifiquement maintenant, on est constitué de 30 000 milliards, pose le chiffre un peu, 30 000 milliards de cellules. Et elles meurent toutes. Et elles renaissent. Enfin, c'est pas elles qui renaissent, c'est d'autres qui naissent, qui prennent leur place. Et ça arrive tellement souvent que j'avais fait le calcul, on peut compter qu'à chaque seconde, on a à peu près 800 000 cellules qui meurent à chaque instant, à chaque seconde, et autant qui naissent. Donc, on est en train de mourir et de renaître à chaque instant, et c'est pareil pour toute chose. Avec des microscopes, avec des objets assez puissants, on voit les électrons, enfin, ce qui constitue la matière, c'est les électrons, les protons, il y a les neutrons, et puis maintenant il y a d'autres choses, parce que on a donné d'autres noms, on a trouvé des particules encore plus fines, mais pour rester très simple, neutrons, protons, électrons, bah, quand on voit les électrons, ils passent leur temps à disparaître, et d'autres réapparaissent, comme nos cellules. Il y en a un qui disparaît, il y en a un autre qui réapparaît. Et quand on regarde un atome, donc c'est ce qui constitue quand même la matière, un proton, c'est l'équivalent d'un grain de riz dans un terrain de football. Partout, c'est des électrons qui passent leur temps à disparaître et d'autres à réapparaître, c'est vide. Ben, le mental, il dit, m'en fous, moi. Moi, j'ai mis mon étiquette sur l'objet, je range dans la mémoire, m'emmerdez pas. Ouais, sauf que t'es pas en relation avec le réel. Et quelque part, on pourrait dire, ben alors, ce que ça peut faire? Bah oui, mais si tu souffres à faire ça. Pourquoi tu souffres? Parce que quand ce mental fait ça, il est devenu le maître de toi-même. Ce qu'il fait, c'est qu'il te sépare, toi et du reste du monde. On a l'impression qu'on est séparé du reste du monde. On a l'impression que la limite de mon être, là, c'est ma peau. À l'intérieur, certes, il y a un écosystème, tout ça, mais l'écosystème s'arrête là. Non, l'écosystème s'arrête pas à la limite de ta peau. Ton corps, écosystème, continue au-delà de la limite de ta peau, ne serait-ce que pour respirer. Tu as besoin de l'oxygène que les arbres te donnent, et eux, ils ont besoin du CO2 que tu leur donnes.
Donc il est où ton corps? Et puis en plus, j'existe pas indépendamment. Jusqu'à preuve du contraire, j'ai eu besoin de parents pour me faire. Et mes parents ont eu besoin de deux parents aussi, chacun pour les faire. Donc il y a des causes qui interdépendent au fait que je suis là. Je suis pas là par moi. Voilà. Et ça défait le carcan de l'ego. Ça brise pas le maillon d'un seul coup, mais ça use, ça défait. Il suffit que vous fassiez l'expérience, hein. Vous le faites, vous allez voir qu'après vous êtes, comme par magie, un peu plus détendu. Et c'est ça qui fait l'ego. En fait, c'est une crispation. C'est essentiellement une crispation qui sépare, une contraction qui sépare du reste du monde, artificiellement. On dit que c'est adventis. Les mots sont importants. Adventis, qui est rajouté, mais qui n'est pas naturel, qui n'appartient pas à ce qui est naturel. Et donc, les choses sont adventices. Elles sont rajoutées d'une manière artificielle. Par exemple, si je prends la langue, je vais vite passer sur les mots. Je peux dire, voilà, à un moment donné, je me pose et puis, comment tu t'appelles? Moi, je m'appelle Guillaume. Toi, peut-être que c'est Nathalie ou Christine, Catherine ou Nicolas ou qui tu veux, Julien. Bon, alors, qu'est-ce qui se passe? Je ferme les yeux et tu dis, est-ce que je suis un prénom? Non, c'est pas un prénom. Oui, mais est-ce que je suis mon prénom? Si, dis ton prénom, Guillaume. Tout de suite, tu as une impression de familiarité, ok? Par contre, tu peux faire l'expérience. Par exemple, tu t'appelles Nathalie. Donc, est-ce que je suis Nathalie? Hop, tout de suite, je sens une familiarité avec le mot Nathalie puisque c'est ton prénom. Maintenant, tu dis, est-ce que je suis Virginie? Et compare les deux. Alors, tu peux dire, bah oui, mais Nathalie, c'est mon prénom. Alors, c'est normal, ça me parle plus. Non, mais c'est un prénom. C'est un prénom. Même si c'est ton prénom, c'est un prénom. Donc, c'est fascinant de voir que euh, c'est juste le fruit d'une habitude, ça. Parce que si tu changes de prénom, tu vois bien pas du tout le même feeling. Je suis pas en train de dire que tu dois plus avoir de prénom. Évidemment, c'est bien pratique pour s'appeler les uns les autres, mais c'est confondre encore la carte et le territoire, la mémoire et la vérité, la réalité. Tu n'es pas un prénom. Un prénom, c'est une succession de lettres. C'est de l'alphabet. Même si c'est pratique, c'est pas ta réalité ultime. Et puis, maintenant, on passe aux pronoms, les pronoms personnels. Alors, moi, sont des pronoms personnels. Comme il existe toi, tu, il, lui, elle. Ok? Ferme les yeux. Puis, est-ce que je suis un pronom personnel? Punaise, mais c'est juste, c'est juste la putain de grammaire, en fait. Est-ce que t'es de la grammaire? Ok? Est-ce que je suis un je? Est-ce que je suis un moi? Est-ce que je suis un pronom personnel? C'est là que tu te rends compte qu'on est habité par des forces incroyables, en fait, qui viennent du mental égo. Et que ce mental égo a un pouvoir extraordinaire. C'est pour ça qu'il faut le remettre à sa place. Parce que sinon, il devient le maître de nos vies. Et comme lui, en plus, il impose une expérience de séparation, tournée vers la mémoire, tournée vers la mort, et pas vers ce qui vit, parce qu'il est réel, parce qu'il est vivant, il nous envoie très, 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 très souvent dans la souffrance. D'où l'intérêt d'en sortir.
Et c'est pareil pour toutes les choses. Pour l'arbre, pour la chaise, pour la voiture, pour toi, pour vous. On peut déconstruire tout ça. OK? Alors, super. Euh, une dernière chose, je voulais vous proposer des travaux pratiques, si ça vous dit. Alors, les travaux pratiques, c'est si tu as envie, pour la semaine prochaine, hein, ou dans 2 semaines, parce que là, ça fait 2 semaines que je suis désolé, je suis en train de trouver ma vitesse de croisière. Si vous ne me voyez pas la semaine prochaine, c'est dans 2 semaines, mais je vais essayer la semaine prochaine quand même. Donc, refaites ces exercices. Posez-vous la question, est-ce que je suis un prénom? Suis-je un prénom? T'es là, t'es sur ta chaise, tu t'offres un petit quart d'heure de méditation, puis tu te poses ces questions, ta chaise ou sur ton coussin de méditation. Est-ce que je suis un prénom? Guillaume, Nathalie, Isabelle, votre prénom. Et méditez cette question, ou celle-là. Si je dis je ne suis pas un prénom, qu'est-ce qui se passe en moi? Et là, tu laisses infuser. Si je dis je ne suis pas un prénom, qu'est-ce qui se passe en moi? Et tu laisses infuser. Réponds pas par des mots, même mentalement, à la question. Ces questions-là, elles sont comme un sachet de thé. Elles servent à faire infuser à l'intérieur et à produire l'effet, à laisser l'effet se produire. C'est comme du stretching. Ça assouplit parce que le mental ego est une limitation, un carcan. C'est raide. Là, on assouplit. C'est une façon d'user les maillons. À un moment donné, il y a un maillon qui s'ouvre. Et c'est la libération. Deuxième exercice, c'est suis-je une caractérisation? Bon, ça, c'est énorme. Là, je vous en ai pas parlé, mais il y a aussi la caractérisation. Ah, ça va peut-être vous faire bondir ce que je vais juste dire tout de suite là. Mais par exemple, l'expression être humain, c'est une caractérisation. Un homme, une femme est une caractérisation, comme au même titre qu'un un cheval, un chien. Avant le langage, est-ce que les hommes, est-ce que les femmes, est-ce que les chevaux, est-ce que les animaux existaient sans qu'on les ait nommés un par un? Donc on a rajouté une caractérisation. Tu me suis? Donc suis-je une caractérisation? Un être humain est une caractérisation. Suis-je une caractérisation? Non, je ne suis pas une caractérisation. Suis-je un être humain? Ah bah oui, je suis un être humain. Non, un être humain est une caractérisation. Tu comprends comment jouer avec le système? Produire de l'assouplissement pour user les maillons. Par exemple, un homme ou une femme de X années, de 30 ans, de 40 ans, de 60 ans, c'est une caractérisation. Avoir 40 ans, c'est avoir fait 40 fois le tour du soleil sur la Terre. Quand la Terre fait un tour du soleil, on dit que ça fait un an. C'est une façon de se représenter les choses. C'est la carte, c'est pas le territoire, c'est de la mémoire, c'est pas la réalité. La réalité n'a pas besoin qu'elle compte, qu'on compte en nombre d'années. Elle s'en fout complètement, la réalité, qu'on la compte en nombre d'années. Donc, suis-je cette catégorisation? La femme de 40 ans, l'homme de 50 ans. Non, je ne suis pas une catégorisation. Ok? Ah, tu respires, tu te libères de la mémoire. C'est ça la vraie mort, ce qui est figé. Tout est caractérisation. Et puis, troisième exercice, c'est suis-je le corps? On l'a dit, là, c'est la
Le quatrième maillon, c'est la forme, c'est-à-dire la matière. La matière, ma matière corporelle, par exemple. Suis-je le corps? Je vous l'ai dit tout à l'heure, la science dit qu'on a 30 000 milliards de cellules. Elles passent leur temps à mourir, toutes. Et elles sont remplacées par de nouvelles qui naissent. À un moment donné, je peux me dire, ce que je porte sur le dos, c'est ce que, pour jouer, hein, vous êtes conscient et consciente pourquoi on fait ces exercices? Pour provoquer de l'assouplissement. Le mental ego, c'est raide. Quand on l'assouplit, ça va pas dans le sens de sa solidification. Donc on joue. Les vêtements que je porte, finalement, est-ce que, parce qu'on sait que ces cellules, elles ont leur propre vie, en fait. Maintenant, on le sait. Donc à un moment donné, elles sont un assemblage. C'est-à-dire que la forme que tu vois à l'écran est un assemblage de ces 30 000 milliards de cellules qui sont agencées d'une façon particulière, qui donnent cette apparence. Et je dis cette apparence, c'est moi. C'est comme extraordinaire. C'est pas vrai. C'est un raccourci. C'est pour créer un territoire. Parce que, évidemment, c'est plus facile après pour la communication, pour discuter entre nous. Mais c'est pas vrai. C'est comme une app, une application. Une application est une application. Elle n'est pas la réalité ultime. Ça aussi, c'est une app. Le territoire qu'on a créé et la façon de s'en servir, qui n'est pas la réalité. Donc, je peux très bien considérer que ces vêtements sont portés par cette collection de cellules qui composent ce corps. Ce corps, c'est encore une caractérisation, un concept. Est-ce que je suis une caractérisation? Est-ce que je suis un concept? Est-ce que je suis un je, qui est un pronom personnel? Vous voyez comment faire du stretching spirituel? Donc, encore une fois, on laisse infuser. On pose certaines questions, on laisse infuser. Il s'agit pas de rentrer dans une conversation comme si on était plusieurs à l'intérieur, hein, et puis qu'on commençait à rentrer dans un débat. Oui, je suis pas d'accord avec toi. Non, je suis pas d'accord avec toi. Faites pas ça, hein. Ça sert pas à ça. OK? Bon, ouais, je crois qu'on est arrivé là au bout de l'émission. Vous savez que dans cette émission, euh, il y a toujours à la fin un cadeau. Et bah, là, j'espère que vous avez pris ça déjà comme un cadeau, parce que c'est un cadeau aussi pour moi de vous le donner, de vous le transmettre, de vous le partager. Mais en plus, maintenant, il va y avoir la lecture d'un conte. Donc, moi, je vous dis au revoir. À la semaine prochaine, j'espère, ou dans 2 semaines. Et puis, quittez pas, restez en ligne et puis passez un bon moment avec la lecture de ce conte. Ciao, ciao, à bientôt. À l'entrée d'un village, un vieux sage se reposait près d'un puits. Arriva un pèlerin qui voulait s'installer dans le village. Il demanda au vieux: Dis-moi, comment sont les gens dans ton village? J'aimerais bien m'y installer. Où j'étais avant, les gens sont méchants et médisants. C'est pourquoi je suis parti. Les gens sont les mêmes ici, répondit le sage. Et le pèlerin passa sa route. Arriva un second pèlerin. Comment sont les gens dans ton village? Demanda-t-il à son tour au vieux sage. Comment étaient les gens que tu as côtoyés jusque-là? Demanda le sage. Très gentil et serviable. J'ai même eu de la peine de les quitter. Les gens sont les mêmes ici, répondit le sage. Un jeune du village, ayant assisté aux conversations, dit au sage: Je ne comprends pas. À l'un, tu dis que les gens sont méchants, à l'autre,
qu'ils sont bons. Et le sage répondit, les gens sont comme nous les voyons.